Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous retrouver sur Télésud pour cette nouvelle édition de la mi-journée et à la une de ce vendredi 13 janvier. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud qui a organisé jeudi un meeting durant lequel il a appelé la population à débusquer les islamistes radicaux Shebab qualifiés de punaises de lit. L'ONG Human Rights Watch a publié jeudi son rapport annuel dans lequel elle appelle entre autres l'Union africaine à assurer un suivi sur les droits de l'homme dans les zones de conflit. Et nous terminons cette édition avec une bonne nouvelle pour les amateurs de football puisque le Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, devrait finalement participer au CHAN qui débute aujourd'hui en Algérie. On débute donc avec la Somalie où le président Hassan Sheikh Mohamud a appelé lors d'un rassemblement organisé par le gouvernement contre les militants liés à Al-Qaïda, les gens ordinaires, à aider à débusquer les membres du groupe djihadiste Al-Shabaab qu'il décrit comme des punaises de lit. Aymeric Tourignon. Des centaines de Somaliens ont répondu à l'appel du gouvernement, tous remontés contre le groupe Al-Shabaab qui sème la terreur dans le pays depuis une quinzaine d'années. Mobilisée en grand nombre dans ce stade de Mogadiscio, la capitale, la foule scande des slogans, chante, brandit des drapeaux et des pancartes hostiles au groupe terroriste. Le thème du rassemblement d'aujourd'hui est que nous, hommes et femmes, sommes sortis pour dire haut et fort, nous ne voulons pas que notre sang soit versé sur le sol en vain. Nous voulons aussi qu'Al-Shabaab soit éradiqué du pays après 15 ans de troubles. Depuis l'apparition d'Al-Shabaab dans le pays en 2007, le groupe armé multiplie les attaques qui font des centaines de morts et occasionnent de nombreux dégâts matériels. Le 29 octobre dernier, par exemple, 2 attaques à la voiture piégée revendiquées par Al-Shabaab ont fait 121 morts et plus de 300 blessés. Un déferlement de violence auquel le gouvernement du pays veut mettre fin à tout prix. Le président somalien voudrait compter sur ses compatriotes dans cette guerre déclarée contre le groupe islamiste qu'il qualifie de punaise. Aujourd'hui, je veux que vous me promettiez que nous travaillerons ensemble à l'éradication des Kharjites Al-Shabaab, car ce sont des punaises de lit dans nos vêtements. Nous devons les nettoyer et les éradiquer rapidement. Entre février et mai 2022, par exemple, des attaques revendiquées par Al-Shabaab en Somalie ont fait plus de 400 victimes civiles selon l'ONU. En septembre, le gouvernement somalien, en réponse, a lancé une offensive contre le groupe armé. Cette offensive appuyée par la force de l'Union africaine en Somalie et des frappes aériennes américaines a permis de reconquérir de vastes territoires dans 2 États du centre du pays tenus par Al-Shabaab depuis 2016. Nous disons à nos distingués compatriotes qu'il dépend de nous de mettre en œuvre et de suivre les instructions que nos dirigeants nationaux nous donnent. Nous devons également soutenir les opérations contre Al-Shabaab qui se déroulent dans le pays. Les soulèvements de nos forces de sécurité et des milices locales contre le groupe terroriste semblent être couronnés de succès. Jeudi, au stade de Mogadiscio, la mobilisation était de taille. Désormais, le gouvernement somalien peut compter sur la population dans sa lutte contre Al-Shabaab. Au Bénin, la Cour constitutionnelle a publié cette nuit les résultats définitifs des élections législatives et sans surprise, elle confirme la victoire du camp présidentiel avec des chiffres identiques à ceux de la Sénat. Il y aura donc 3 partis au sein de l'hémicycle de la 9e législature, 2 de la mouvance présidentielle et 1 de l'opposition. Des résultats contestés par le parti Les Démocrates qui a encore 10 jours pour déposer des recours. Human Rights Watch, l'ONG qui défend les droits de l'homme et le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme, a publié son rapport annuel jeudi dans lequel elle appelle, entre autres, l'Union africaine à établir d'urgence des systèmes pour assurer une surveillance rigoureuse des droits de l'homme dans les zones de conflit. Soukaina Skali. Burkina Faso, RDC, Soudan du Sud ou encore Mozambique. Au cours des dernières années, plusieurs pays africains ont été frappés par des conflits. Nombre d'entre eux se sont retrouvés avec les forces gouvernementales ou des groupes armés non étatiques impliqués dans des exactions contre des civils. Une situation que dénonce Human Rights Watch dans son rapport annuel. Les civils ont continué de porter le poids des conflits armés, de la violence communautaire, des troubles politiques et sociaux contre les voix critiques et indépendantes dans plusieurs pays africains.
À travers 712 pages, l'Organisation de défense des droits humains passe en revue les pratiques en matière de droit. Dans le rapport, le cas du Rwanda est pointé du doigt pour sa campagne contre les opposants. Pour Human Rights Watch, les autorités ont exporté leurs méthodes abusives au-delà des frontières du pays. C'est donc aux organisations continentales de se saisir de ces abus. L'Union africaine a également tenté de remédier à la résurgence des coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest. Il y a eu un sommet extraordinaire de l'Union africaine sur les coups d'État inconstitutionnels en mai de l'année dernière, où l'Union africaine a condamné le terrorisme, l'extrémisme violent et toutes les formes de changement de gouvernement inconstitutionnel. Nous demandons à l'Union africaine et à ses mécanismes de mettre également les droits de l'homme, la justice et la responsabilisation au cœur de ces différents processus et décisions. En revanche, Human Rights Watch souligne les progrès de certains pays pour garantir la justice pour les crimes graves. C'est le cas de la République centrafricaine et la Guinée. À Conakry, par exemple, le procès des auteurs présumés du massacre du Stade de 2009 s'est ouvert 13 ans après le drame, de quoi souligner l'importance d'une justice nationale crédible pour les crimes graves. Au Kenya, une récompense pouvant atteindre 10 millions de dollars sera offerte pour toute information sur Mahmoud Abdi Aden, décrit comme le cerveau terroriste d'une attaque sanglante contre un hôtel à Nairobi il y a 4 ans. Une annonce faite par Meg Whitman, l'ambassadrice des États-Unis au Kenya, que je vous propose d'écouter. Aujourd'hui, j'annonce une récompense pouvant aller jusqu'à 10 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation ou à la condamnation dans n'importe quel pays de Mohamed Abdi Aden et de tout autre individu ayant commis, tenté de commettre ou conspiré à commettre ou aidé ou assisté à la commission de l'attaque de 2019 contre le complexe hôtelier d'Uzik D2 à Nairobi, au Kenya. Le processus de paix semble se poursuivre en Éthiopie. Jeudi, les chefs de la diplomatie française et allemande se sont rendus à Addis Abeba pour soutenir ce processus. Une paix durable et une réconciliation qui, selon les deux diplomates, ne pourra se faire sans une justice pour les victimes de crimes. Mathieu Nicolas. Soutenir le processus de paix en Éthiopie, voilà le but de la venue de la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna et de son homologue allemande Annalena Baerbock. Les deux ministres ont été accueillis par le Premier ministre Abiy Ahmed à Addis Abeba, un entretien pendant lequel Paris et Berlin ont réaffirmé leur soutien à la mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria, signé le 2 novembre. Et croyez que, tout comme Annalena, je mesure très bien le courage qu'il a fallu tant au gouvernement fédéral qu'aux responsables tigréens pour faire le choix de la paix. Car il faut du courage, et il faut même de la vision pour faire ce choix. Les ministres ont également à cœur de porter le message de l'Union européenne. L'institution est prête à se réengager en Éthiopie à condition que le cessez-le-feu soit respecté et qu'un mécanisme de justice transitionnelle soit mis en place, alors que les rebelles du Tigré ont commencé à rendre leurs armes lourdes. Occasion aussi pour les deux ministres de dresser un bilan après un peu plus de 2 mois de paix au Tigré, un compte-rendu positif, selon Catherine Colonna. Nous sommes venus, je le disais, en priorité pour soutenir l'accord de paix qui a été signé à Pretoria et qui est mis en œuvre. Les choses ont bien démarré. D'abord, les hostilités ont cessé. Ensuite, de l'aide a pu atteindre des régions qui n'en avaient pas reçu suffisamment. Les services publics reviennent. Il y a eu un début de remise d'armement. Et puis, nous allons le voir, mais le mécanisme de suivi de l'accord qui permet d'avancer vers une justice transitionnelle. Prévue pour 2 jours, cette visite franco-allemande a également pour but d'évoquer la sécurité alimentaire en Éthiopie. Catherine Colonna et son homologue allemande Annalena Baerbock en ont profité pour fustiger l'action de Vladimir Poutine. Selon elle, le président russe utilise les céréales comme une arme de guerre alors que l'Éthiopie, comme d'autres pays en Afrique, n'a pas pu recevoir de blé pendant des mois en raison de l'invasion russe en Ukraine. Sans parler des centaines de milliers de personnes dans des conditions proches de la famine en raison du conflit, accentuées par la pire sécheresse qu'a connue la région depuis des décennies.
En début de semaine, Paul Kagame, le président rwandais, a déclaré que son pays ne pouvait pas continuer à accueillir des réfugiés de République démocratique du Congo. Une déclaration qui a fait réagir Kinshasa, qui accuse le chef d'État rwandais d'instrumentaliser à des fins politiques les réfugiés congolais au Rwanda. Pour le gouvernement congolais, cette annonce a atteint le paroxysme de l'indécence. On écoute Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement. Même si j'ai vu qu'il y a eu une tentative des reculs sur le sujet, mais il a dévoilé ses vraies intentions. Ça veut dire que pour lui, les droits humains n'ont aucune valeur, parce que vous ne pouvez pas vous permettre, en tant que chef d'État, vous vous dites panafricaniste, de faire un chantage à la communauté internationale sur des vies humaines, en bafouant tous les textes légaux en la matière. Et pourtant, il y a ces fameux deals du siècle avec 140 millions de pounds, 140 000 pounds par tête des réfugiés, qui a été fait à corps et à cri avec le gouvernement britannique. Peut-être que la pression, il voudrait que la communauté internationale commence à payer par tête des réfugiés, parce que c'est finalement l'argent qui vaut plus que tout. Nouveau rebondissement dans la polémique qui oppose le Maroc et l'Algérie sur la participation des derniers demi-finalistes de la Coupe du Monde au CHAN, organisée chez le voisin algérien. Après avoir annoncé jeudi l'annulation de sa participation en raison de la fermeture de l'espace aérien algérien aux avions marocains, le Maroc a finalement décidé de prendre part à la compétition qui débute aujourd'hui. Souheila Sbahi. Après plusieurs semaines de tergiversation et une journée de rebondissement hier, le Maroc participera finalement au CHAN 2023 en Algérie, alors que ce jeudi, la fédération marocaine avait annoncé l'annulation de la participation des Lions de l'Atlas au championnat d'Afrique des Nations de football. Une déclaration faite plus tard dans la soirée par le ministère des Affaires étrangères marocain laisse entendre qu'un terrain d'entente a finalement été trouvé. L'équipe nationale marocaine se rendra demain en Algérie pour participer au CHAN. Le départ se fera de l'aéroport de Salé, près de Rabat, à partir de 9h vendredi. En raison des tensions diplomatiques entre les deux voisins nord-africains, l'Algérie avait pris la décision de fermer son espace aérien à tous les avions civils et militaires marocains. Ainsi, le vol direct joignant la capitale marocaine à la ville de Constantine, requis par le Royaume, avait été refusé par les autorités algériennes. Malgré cette annonce de participation, la Fédération marocaine de football reste sur ses gardes. Nous n'avons rien reçu pour le moment. Les joueurs s'entraînent et nous irons dès que notre vol sera autorisé. Nous attendons cette autorisation de la Confédération africaine de football qui doit la recevoir des autorités algériennes. Les doubles tenants du titre du championnat d'Afrique des Nations de football sont attendus pour la 7e édition de cette compétition, dont l'inauguration du nouveau stade Nelson Mandela situé dans la banlieue d'Alger a eu lieu hier en présence du président algérien Abdelmajid Tebboune. La cérémonie d'ouverture se tiendra ce vendredi soir, avant le match d'ouverture qui opposera l'Algérie à la Libye. Et toujours à ce sujet, une dernière information. Malgré la bonne volonté des uns et des autres, l'entraîneur de l'équipe marocaine, Houssem Chari, vient de déclarer « Nous sommes à l'aéroport et nous attendons toujours l'autorisation officielle pour se rendre en Algérie afin de prendre part au CHAN ». Affaire à suivre. Moscou qui libère un prisonnier américain, les 7000 infirmiers new-yorkais qui mettent fin à leur grève et le gouvernement britannique qui exclut tout retour des frises du Parthénon en Grèce. C'est le reste de l'actualité préparée pour vous par Lorraine Mabou et Noël Dong. Moscou a libéré jeudi un prisonnier américain. Taylor Dudley, un ancien marine de l'US Navy, a été libéré par la Russie moins d'1 an après son arrestation. L'Américain avait été arrêté après avoir traversé la Pologne à Kaliningrad, une enclave russe qui est un territoire gouverné par Moscou entre la Pologne et la Lituanie. Taylor Dudley était en Pologne pour assister à un festival de musique et personne ne sait pourquoi il a traversé la frontière. Il est désormais sur le chemin du retour. Après des mois de négociations, l'ancien marine était détenu depuis avril dernier par la Russie. C'est la fin de la grève de 7000 infirmiers dans 2 grands hôpitaux privés de New York. Près de 7000 infirmiers travaillant dans le Montefiore Medical Center, dans le Bronx et le Mount Sinai, dans l'Upper East Side de Manhattan, s'étaient mis en grève lundi après avoir échoué à parvenir à un accord pour renégocier leur contrat. 5 autres hôpitaux étaient menacés par la grève des infirmiers. Des accords préliminaires ont été trouvés cette nuit entre les syndicats et les établissements hospitaliers privés.
Le gouvernement britannique a de nouveau exclu tout retour des frises du Parthénon exposées au British Museum réclamées par la Grèce. Londres affirme que les sculptures ont été acquises légalement en 1802 par le diplomate britannique Lord Elgin qui les a revendues au British Museum. Un refus qui a douché mercredi les espoirs d'un retour rapide en Grèce des frises du Parthénon, y compris sous la forme d'un prêt à long terme. Depuis des décennies, la Grèce demande la restitution d'une frise de 75 mètres détachée du Parthénon ainsi que d'une des célèbres cariatides provenant de l'Érectéon, petit temple antique également sur le rocher de l'Acropole, toutes deux pièces maîtresses du British Museum. Elle n'a que 23 ans et pourtant elle a déjà vécu l'enfer. Cette jeune femme, c'est Hayat, une jeune érythréenne qui a dû traverser une demi-douzaine de pays pour atteindre le Royaume-Uni, synonyme d'espoir. Sauf que depuis que Londres a passé un accord avec le Rwanda pour expulser les migrants illégaux, Hayat a perdu tout espoir de vivre librement. Lorraine Mabou. C'est dans cet hôtel londonien que Hayat, une demandeuse d'asile, a trouvé refuge. Après avoir traversé et vécu dans 7 pays différents, cette Érythréenne de 23 ans s'est installée depuis 1 an et demi au Royaume-Uni. Mais une nouvelle angoisse s'est ajoutée à son périple. Le projet de Londres d'expulser au Rwanda les migrants arrivés illégalement. Je pense qu'il n'y a pas d'avenir. Ce n'est pas un avenir. Pour les réfugiés, il n'y a pas d'avenir. Mercredi dernier, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a présenté ses 5 promesses pour 2023. Parmi celles-ci, arrêter les bateaux transportant des migrants et expulser toute personne entrée illégalement sur le territoire britannique. Les gouvernements londonien et rwandais ont signé dans cette même perspective un accord permettant au Royaume-Uni d'expulser vers le Rwanda des migrants. Même si aucun migrant n'a été expulsé pour le moment, le projet inquiète tous les réfugiés clandestins, à l'instar d'Hayat. Quand je pense au Rwanda, je ne peux pas dormir la nuit parce que j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie avant et maintenant arrive un nouveau problème. Je pense que ce n'est pas un pays sûr. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée sur le Rwanda. Ce qu'est le Rwanda. Sûr, pas sûr, j'en ai aucune idée. En 2016, Hayat a quitté l'Érythrée, son pays natal. Alors qu'elle n'avait que 16 ans, elle a reçu un courrier des autorités de son pays qui exigeait qu'elle rejoigne l'armée, un ordre qu'elle a refusé d'exécuter. Souhaitant poursuivre ses études, la jeune femme a décidé de quitter son pays. Je ne peux pas aller en Érythrée parce que j'ai des problèmes. J'ai de gros problèmes avec le gouvernement et je ne peux pas. Si je vais en Érythrée, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Après son départ de l'Érythrée, Hayat est allée à pied au Soudan où elle y a passé 4 mois, puis en Égypte, de l'Égypte pour l'Italie. Après 15 jours passés en mer, elle est arrivée en Suisse, puis en France, avant de se retrouver à Londres. Actuellement, Hayat fait des démarches pour légaliser sa présence en Grande-Bretagne. Malgré l'angoisse, elle espère recevoir un avis favorable. Je vous propose maintenant de partir à la découverte des ladoum du Sénégal, des moutons de race améliorée dont l'élevage se répand de plus en plus dans le pays. Alors généralement vendus entre 1 et 30 millions de francs CFA, ces moutons sont au cœur d'un véritable business et suscitent de nombreuses convoitises, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage de notre correspondant local, Igor Couton. Dans ces enclos peu ordinaires, se trouvent des animaux qui sont eux aussi peu ordinaires. Ces moutons de race améliorée, appelés au Sénégal ladoum, sont une véritable coqueluche du milieu de l'élevage local. Un mouton ladoum, c'est en quelque sorte un sujet de race améliorée et c'est le toibert amélioré. C'est ce toibert-là que nos aînés ont eu à sélectionner en croisant les meilleurs toibers entre eux pour avoir des spécimens extraordinaires qu'ils ont renommé le ladoum. Un ladoum exceptionnel qui est à la fois beau et très grand. Ces différents croisements et modifications génétiques
confère au ladoum des caractéristiques qui le distinguent des autres moutons. Sa taille au garrot qui dépasse les 120 cm. Son tour de poitrail aujourd'hui tourne en moyenne entre 145 et 150 cm. Et le poids qui aujourd'hui qui vient de dépasser les 180 kg. À la naissance, ces animaux peuvent coûter 1 million de francs CFA, soit environ 1 600 €. À l'âge adulte, son prix grimpe et monte parfois jusqu'à 30 millions, l'équivalent de 46 000 €. À la naissance dans cette bergerie, bon, ça peut varier de 1 million, 500 en fonction de la clientèle. Ça peut aller jusqu'au-delà de 20 millions. Tout dépend de la qualité de ce ladoum-là. Bon, le ladoum le plus cher que j'ai vendu dans cette bergerie, il a coûté 30 millions. Ils cherchent le mâle qu'ils doivent croiser avec ses femelles pour avoir la bonne production. Donc, si toutefois qu'ils trouvent ça chez un éleveur, il leur faudra tout le prix qu'ils veulent. Voilà. Des fois, tu peux l'acheter à 10, 20, 30, 40, jusqu'à 50 millions. Mais l'élevage de ladoum n'est pas sans difficulté. Il y a souvent des maladies qui tombent sur les bergeries. Avant que tu te retrouves, tu as déjà 2 ou 3 têtes qui sont déjà parties, qui sont mortes. On peut dire que la véritable difficulté, c'est la mévente. Au Sénégal, le ladoum s'est forgé une très grande réputation au point où des compétitions sont organisées chaque année et les bergeries ayant les meilleurs ladoum sont célébrées et récompensées. Allez, on termine cette édition avec Alejandra Guajardo qui a représenté le Salvador au concours Miss Univers en traversant la scène vêtue d'une robe Bitcoin. Un clin d'œil à cette monnaie digitale qui a été adoptée comme monnaie légale par le Salvador en 2021. C'est ainsi que se termine cette édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition de la mi-journée. En attendant, passez une bonne journée et à très bientôt. Au revoir tout le monde.